Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, bon lundi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude pour une deuxième semaine. Valérie, tu vas être avec nous toute la semaine. Effectivement. Parce que notre collaborateur journaliste à Cogeco TV, Tommy Auger, est en vacances encore cette semaine. On va avoir une émission encore assez variée aujourd'hui, plus politique au début. Après ça, on parle de toutes sortes de choses, de sport, d'un éventuel conflit syndical et d'une bonne nouvelle économique, la signature chez Arcelor. D'abord, c'est Luc Noël qui sera avec nous en début d'émission. Il est président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. La semaine dernière, les maires, les préfets de notre région étaient réunis du côté de Bécomo. Ils ont beaucoup parlé du réseau de la santé, de l'impact de la réforme Barrette sur le réseau régional de la santé. Ils dénoncent justement cette réforme. On interpelle les administrateurs du réseau également, mais on a surtout discuté des priorités économiques là en cette période difficile, ralentissement dans l'industrie minière et tout. Donc, on parle de ces deux sujets, les priorités économiques de la Côte-Nord et notre réseau de la santé, avec Luc Noël qui est porte-parole de l'ensemble des maires et des préfets de la Côte-Nord. C'est un peu spécial. Après ça, vers 12h30, on va recevoir Vincent René. C'est un athlète handicapé qui participe à plusieurs activités des Olympiques spéciaux du Québec là et du Canada. Depuis quelques années, il a participé à des Jeux du Québec, il s'en va aux Jeux du Canada. Le sport, c'est un grand accomplissement pour lui, je pense. On va voir. Vincent René, donc, est soutenu par l'organisation qui s'appelle les Olympiques spéciaux au Québec. Son père sera avec nous également, de même que Guy Tremblay de la Sûreté du Québec. Parce qu'il y a encore cette année là une course du flambeau qu'on appelle pour les Olympiques spéciaux au Québec. Ce sont les agents de la paix, des agents de la Sûreté du Québec, mais il y en a d'autres aussi, là, des gens à l'emploi des services correctionnels, entre autres, qui participent à une course du flambeau pour justement ramasser des fonds pour nos athlètes handicapés au Québec et au Canada. Donc, on va parler de tout ça à partir de 12h30. Ensuite de ça, c'est un porte-parole du syndicat des métallos, Yves-Aimé Boulet, qui sera avec nous pour nous parler de la situation à la résidence des bâtisseurs, une négociation qui porte surtout sur les salaires, semble-t-il. Les travailleuses à l'emploi de la résidence des bâtisseurs ont donné un mandat de grève clair à leur exécutif syndical la semaine dernière. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec le porte-parole du syndicat des métallos, Yves-Aimé Boulet, concernant la négociation à la résidence des bâtisseurs. On a la chronique La Nouvelle d'intérêt depuis quelques semaines sur nos ondes le lundi. Tout à fait. C'est présenté par la Caisse d'économie des jardins, des mines, métaux et services publics Côte-Nord. Et on a Steve Chappado qui en est le directeur général qui va venir nous voir en fin d'émission. Et il va nous parler de cette entente qui est survenue chez ArcelorMittal. La semaine dernière, ArcelorMittal à Port-Cartier, on sait la grève qui est évitée. Et par rapport à tout ça, on va parler des impacts sur l'économie locale. Parce que ça en a et ça en a beaucoup. Et c'est positif sur, en fait, pour les impacts là, sur l'économie locale. Donc, Steve Chappado va nous parler de ça en fin d'émission. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, le célèbre scientifique et environnementaliste David Suzuki se rendra à Longue Pointe de Mingan le 26 juin pour remettre le prix Action à la coop Le Grenier Boréal. L'entreprise coopérative a remporté en décembre le premier prix du concours du projet citoyen le plus écolo du Québec. Elle a été choisie parmi 10 projets finalistes. Il y avait 150 inscriptions au départ dans plusieurs régions du Québec. Une production agricole diversifiée en milieu nordique et les projets scolaires avec la communauté Innu notamment avaient convaincu le jury présidé par la fondation, la fondatrice d'Équiterre, Laure Varidel. David Suzuki remettra une bourse de 3 000 $ du mouvement Desjardins à la coopérative de Longue Pointe de Mingan. Il réalisera une visite des installations du grenier boréal et participera à une chasse au trésor avec la population.
La route 138 est encore fermée à Baie-Joinbetz. Le ministère des Transports a mis en place des mesures pour acheminer les denrées essentielles par bateau dans le secteur de Natashquan. Le déplacement des personnes vers 4 communautés de la Mangani demeure limité depuis le 7 mai. L'Organisation régionale de la sécurité civile mettra en place des ponts aériens et maritimes. Le ministère des Transports a amorcé samedi des travaux 24 heures sur 24 pour rétablir la circulation le plus rapidement possible. L'aménagement d'une voie de contournement a été écarté. Un ponceau a déjà été remplacé. Une brèche dans la route doit être effectuée pour que l'eau s'écoule. La crue printanière touche aussi d'autres endroits sur la Côte-Nord. À Sept-Îles, la ville devra réparer la piste cyclable sur la promenade des Métallos. Elle a été sectionnée près du viaduc du secteur des plages. La circulation s'effectue encore en alternance au kilomètre 10-50 dans le secteur Moisy. Un glissement de terrain a entraîné un bris sur une voie de la route 138. 99% des travailleurs de la construction de la Côte-Nord ont accordé un mandat de grève à l'Alliance syndicale la semaine dernière. Il s'agit d'un mandat fort dans la région, alors qu'au Québec, les syndiqués de l'industrie de la construction ont voté à 93% pour une grève en temps opportun. La négociation se poursuit, mais semble difficile entre l'Alliance syndicale, qui regroupe plusieurs syndicats du monde de la construction, et l'Association de la construction du Québec, qui, elle, représente les entrepreneurs. Les travailleurs réclament des hausses de salaire rétroactives. La grève pourrait être déclenchée le 22 mai si le gouvernement n'intervient pas avec une loi spéciale. Des assemblées syndicales se déroulent demain à travers le Québec, notamment au Centre des congrès de Sept-Îles, pour les travailleurs de la construction de la Côte-Nord. Les 4 agents immobiliers de la bannière Via Capitale de Sept-Îles et Port-Cartier joignent le groupe du Bas-Saint-Laurent dirigé par l'ancien nord-côtier Jean-Maxime Mercier. Alain Chebary, Sandra Isaco et Marc Pelletier de Sept-Îles, ainsi que Yvon Saint-Gelais de Port-Cartier, font maintenant équipe avec le groupe de courtiers basé à Rimouski. Malgré le ralentissement économique lié à l'industrie du fer, le marché immobilier de Sept-Îles et Port-Cartier offre tout de même de belles possibilités, selon Jean-Maxime Mercier. Le prix moyen des maisons depuis le début de 2016 demeure à 210 000 à Sept-Îles, tandis qu'il est d'environ 180 000 $ à Rimouski, ce qui fait dire au directeur de Via Capitale Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord que le marché est encore là. Le Grand McDon du 3 mai dernier a rapporté 5 880 $ et 30 cents au service de pédiatrie de l'hôpital de Sept-Îles. Depuis 2012, les dons remis au centre hospitalier pour les enfants malades grâce à cette activité s'élèvent à plus de 28 000 $. La fondation de l'hôpital se réjouit de l'implication des propriétaires du restaurant, de son personnel également et des bénévoles du Grand McDon. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Québec, François Gendron, rencontre les élèves des écoles du Boisé et Gamache à Sept-Îles aujourd'hui. La tournée de la présidence permet d'établir un contact direct avec les jeunes, selon le député et vice-président Gendron. Il visite l'école du Boisé ce matin et l'école Gamache en après-midi dans le cadre du programme Par ici la démocratie. François Gendron est le doyen des députés de l'Assemblée nationale du Québec. Il a été député d'Abitibi-Ouest pour le Parti québécois depuis 1976. Et puis le judoka de Sept-Îles, Étienne Brillant, a gagné la médaille d'or hier à la Coupe européenne d'Orangbourg en Russie. Il s'est imposé pour son premier anniversaire en compétition internationale de chez les moins de 81 kilos. L'athlète de la Côte-Nord a signé une fiche parfaite avec 3 victoires dans le tableau préliminaire. Par la suite, en demi-finale, il s'est défait du Français Jonathan Allardon par ippon. À son combat pour l'or, Étienne Brillant est sorti gagnant en faisant prendre 2 pénalités à son adversaire, le Russe Alou Bouchkaev. Il s'agissait d'une 3e médaille sur la scène mondiale pour le Sept-Îlien Étienne Brillant depuis l'automne. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On s'entretient avec le porte-parole des maires et des préfets de la Côte-Nord qui étaient réunis à Bécomo la semaine dernière, Luc Noël, dans quelques instants. Attitude. Ici Christian Bégin pour IGA. Je suis présentement à Cap-sur-le-Homard avec le spécialiste du homard, Bernard Bordelot. Alors Bernard, pouvez-vous m'expliquer comment vous pêchez le homard? Je plonge ma main dans l'eau puis je prends le homard que vous avez choisi. La saison du homard est de retour chez IGA. Ici, le homard est frais et on peut même le cuire, le fendre et le craquer pour vous. Cette semaine, les homards vivants d'1 livre à 1 livre et quart sont à seulement 7,99 $ la livre. IGA, le plaisir de vous faire plaisir. Il y a un petit je ne sais quoi dans chaque Golf de Volkswagen. Comment je te dirais bien ça?
Et à gauche. La Golf 2017 et son plaisir de conduire. Et à gauche. Louez la Golf à partir de 265 $ par mois pour 60 mois avec 0 $ d'acompte. C'est comme payer 61 $ par semaine pour 260 semaines. Frais de 15 cents du kilomètre applicable après 16 000 km par année. Frais liés au RDPRM de 46 $. L'offre se termine le 31 mai. Visitez offrevw.ca pour les détails. L'exceptionnel existe et il vous est accessible. Embarquez, vous verrez. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. L'Assemblée des maires, des préfets, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord était réunie du côté de Baie-Comeau la semaine dernière. Donc, les maires de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, un peu partout sur la Côte-Nord, des gens de la Basse-Côte, de la Haute-Côte-Nord étaient regroupés. On a surtout parlé du réseau de la santé. Luc Noël est président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Alors, quand même réunis à Baie-Comeau, là, c'est surtout le réseau de la santé. J'étais surpris qu'on parle, en fait, dans le communiqué, on revient simplement sur la réforme Barrette. Il n'y avait pas de dossier économique à l'ordre du jour des maires la semaine dernière? Non, le dossier, oui, tout à fait. Le dossier de la santé était un élément parmi d'autres. OK, on n'a pas parlé que de ça, là. Ah non, pas du tout, loin de là. Non, on a parlé surtout du phare et de l'occupation et de la vitalité du territoire. Mais le dossier de la santé, bien sûr, est revenu dans le décor, mais non, on a discuté de cet item-là quand ça a été le temps d'en discuter, là, mais il y avait surtout le but de la réunion était surtout de s'entendre sur les priorités, la présentation des axes prioritaires pour la région, pour en ce qui concerne le phare, le fonds d'aide au rayonnement des régions et l'occupation et la vitalité du territoire. Ouais. C'est surtout sur ce sujet-là qu'on s'est réunis avec Baie-Comeau la semaine dernière. Donc, on va en parler de la réforme de la santé. Dans le fond, c'est un message clair au gouvernement du Québec. Là, le travail s'est mal fait dans la région. Peut-être que c'est le choix au départ là de créer un seul centre intégré de santé et de services sociaux sur tout le vaste territoire de la Côte-Nord qui choque un peu les élus municipaux. Ben oui et non. C'est sûr que s'il y aurait eu 2-6 sur la Côte-Nord, ça aurait été pas mal moins problématique. Écoutez, là, le ministre de la Santé, là, ou les gens qui travaillent avec lui à Québec, là, il y a personne qui a allumé de voir une région de 300 000 km², 1200 km de côte, une région, puis d'en faire un 6. À un moment donné, là, tu sais, allumer quelqu'un, là, c'est impossible. Avec des pareilles distances, quand on parle de services de proximité, on parle de transparence, ben voyons donc. Tu sais, on parle même pas de la même chose entre Blanc-Sablon et Sept-Îles ou Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau. Tu sais, on peut pas juste tout faire juste un établissement pour l'ensemble de ce territoire-là. Oui, en fait, ce qu'on s'est aperçu en jasant, les maires, là, c'est que les coupures font mal de la même façon qu'on soit à Fermont, à Havre-Saint-Pierre, à Sept-Îles ou ailleurs sur le territoire, là. C'est la même réalité, c'est qu'on perd nos services de proximité, c'est ce qu'on constate. Ben, tout à fait, puis d'autant plus aussi, on s'aperçoit que le personnel cadre est de plus en plus surchargé, comme s'il y avait des mauvaises décisions qui avaient été prises à ce niveau-là. On s'aperçoit aussi que les travailleurs, les utilisateurs ne voient pas de réponse à leurs questions et un manque de transparence. Pour nous aussi, vous savez, les médecins ont choisi notre région souvent pour s'en venir chez nous parce que c'était intéressant pour eux les horaires de travail, puis ils pouvaient profiter un peu de nos beaux décors. Et là, on s'aperçoit qu'avec les exigences que le ministre Barrette fait au niveau des médecins à Montréal ou à Québec, ben on a de moins en moins de médecins itinérants qui viennent dans la région pour relever nos médecins. Et là, ça augmente la pression sur les corps médicaux dans les différents établissements. Et le danger, ben, c'est que les médecins quittent la région parce qu'elle va devenir moins attrayante. Et ça nous interpelle beaucoup. Pour les maires, c'est un échec à 100%, la réforme Barrette. Là, on pensait qu'il y avait des améliorations. On voulait, entre autres, réduire le nombre de cadres dans tout ça. Ça devait, au départ, être une réforme surtout administrative, quand même. Oui, mais vous savez, M. Saint-Pierre, lorsqu'un cadre qui est situé à Havre-Saint-Pierre pour l'ensemble de la région doit se déplacer vers Sept-Îles pour prendre l'avion pour s'en aller à Blanc-Sablon une semaine, il revient chez lui. Après ça, il faut qu'il se déplace vers la Haute-Côte-Nord ou il se déplace vers... Écoutez, là, c'est invivable pour les cadres du réseau et qu'ils soient situés n'importe où dans la grande région Côte-Nord. Pour nous, là, c'est premièrement, le danger, c'est que
les cadres, il y a de plus en plus des gens qui vont tomber malades par rapport au rythme de travail qu'ils ont. L'autre danger aussi, c'est que des cadres qui sont avec une gestion éclatée comme on a là actuellement, on en a à Roissy-Saint-Pierre, à Sept-Îles, un peu partout sur le territoire. Ces cadres-là, pour voyager, sont obligés de se déplacer dans d'autres localités, fait qu'on les perde dans nos localités respectives, qu'on perde des familles. Là, parce qu'ils vont par la force des choses, par le travail, ils vont se centraliser eux-mêmes dans des endroits où ils ont moins de transport à utiliser. Oui, je pense que le bon exemple, là, on le donne, là, c'est le maire Régent Porlier de Sept-Îles qui le reprend dans votre communiqué. C'est l'exemple d'Optilab, hein, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça reste que, justement, on a à la fois des pertes d'emplois en région puis des pertes de services de proximité. Tout à fait. Optilab, puis l'autre chose, c'est qu'on rend la région beaucoup moins attrayante, qu'on parle d'Optilab, là. On sait qu'Optilab, actuellement, le ministre nous dit qu'il n'y aura personne de touché. Mais s'il y a 8 personnes dans le laboratoire à Sept-Îles, puis que tous les échantillonnages s'en vont au lac Saint-Jean, bien éventuellement, quand ces gens-là vont quitter leur poste à Sept-Îles, ou ils vont prendre leur retraite, bien il n'y aura pas de remplacement. Fait que la région, elle perd en attractivité pour les gens qui voudraient éventuellement s'en venir travailler dans la région, et ça fait des déplacements, et on perd de l'emploi aussi en plus dans la région. Fait que on est perdant des deux côtés avec cette réforme-là pour nous. Là, il n'y a pas de maire qui siège au conseil d'administration du CIS Côte-Nord, là, le Centre intégré de santé et de services sociaux. C'est Denis Mius de Sept-Îles qui est président de ce conseil d'administration-là. Les maires réunis à Bécomo mercredi interpellent justement directement les élus, les administrateurs de notre réseau de la santé. Vous leur demandez carrément de quitter, de démissionner? Non, ben écoutez, il y a des maires qui ont tenu des propos qui leur appartiennent. Nous, ce qu'on dit, moi, ce que je dis aussi, c'est que, écoutez, les gens qui sont là, qui travaillent au niveau du CIS sur le CA, c'est des gens de la région. Moi, je suis convaincu que ces gens-là veulent que la région soit bien représentée puis qu'on ait des bons services dans la région. Sauf que la direction donnée, puis c'est là qu'on interroge, est-ce que c'est le style de gestion actuel ou c'est vraiment le cadre imposé par le ministre qui fait en sorte que l'ECA a moins de latitude pour décisionnelle pour justement gérer cette réforme-là dans la région? On se demande, c'est quoi la latitude du CA à ce niveau-là? Parce que c'est là qu'on interroge, parce que c'est des gens de chez nous, puis je veux pas jeter la pierre au CA directement, parce que je pense que le ministre est peut-être le plus grand fautif dans toute cette démarche-là, en ne laissant pas assez au CA de cadre où il peut s'exprimer et exprimer les besoins de la région. Fait qu'il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Ouais, mais il reste que quand on parle beaucoup de transparence là, dans votre critique envers le réseau de la santé. C'est un peu leur responsabilité, les administrateurs, que le monde un peu partout sur un vaste territoire comme la Côte-Nord soit au courant de la réforme, sache comment s'adresser au réseau de la santé aussi. Ouais, mais c'est tout à fait, mais quand on parle de transparence, comme je vous l'ai dit, là, au-dessus de 300 000 km², 1200 km de littoral. Et écoutez, là, ça fait un grand territoire, puis vous savez, comme moi, que les densités de population sont pas les mêmes qu'on pourrait s'imaginer à Montréal ou à Québec, et on dit pas non plus que la réforme est pas bonne, là, mais il y a des endroits où, justement, la question de transparence, la question de communication, comme sur notre territoire, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Ouais, mais vous avez l'impression qu'on coupe, on veut admettre moins de budget sans nous le dire, finalement. Moi, j'ai l'impression qu'on a coupé beaucoup au niveau des cadres et ça met beaucoup de pression sur le réseau. On a pris aussi des mauvaises décisions en amont en ce qui a trait à la présence des médecins et on n'a pas favorisé les médecins itinérants. Je pense que ça n'a pas été vraiment bien évalué dans l'équation au niveau des médecins itinérants qui avaient à se déplacer sur la Côte-Nord. C'est certain que ça nous affecte une gestion éclatée comme ça, puis une direction concentrée. Ça, c'est des points là, pour moi là, qui sont majeurs pour notre région et ça a un impact directement là, sur la suspicion qui se développe au niveau de la clientèle du CIS et de nos populations envers le CIS. Le constat des maires est le même partout, Nos services sont en baisse, qu'on soit à Sept-Îles, à Havre-Saint-Pierre ou aux Escoumins, mettons. Tout à fait. Les maires sont unanimes là-dessus. On a un problème dans la région au niveau de l'administration et du nouveau cadre du CIS, là, de la façon qu'il a à se paramétrer là, sur l'ensemble de notre territoire. C'est
c'est un problème pour nous. Tu sais, c'est le territoire, c'est la grandeur du territoire. On n'en tient pas compte, puis on s'en fout. C'est l'impression que le ministre nous donne. On s'en fout. C'est la Côte-Nord, regarde, il n'y a pas beaucoup de votants. Politiquement, c'est vraiment pas intéressant. Puis on respecte pas non plus, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est la loi sur l'occupation et la vitalité du territoire, où le ministre aurait dû, pourtant c'est le ministre du gouvernement actuel qui l'a promu, cette loi-là, aurait dû en tenir compte et à ce moment-là, nous rencontrer, nous, pour en discuter avec nous comment il se déploie sur le territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on se déploie de cette façon-là au lieu d'une autre façon pour satisfaire les besoins de la population? Mais il n'en a pas tenu compte et le ministre est comme rendu illégal la propre loi de son gouvernement. Là. Luc Noël, est-ce qu'on est unanime aussi là chez les maires de la Côte-Nord pour ce qui est des priorités économiques? Là-dessus, on peut tout le temps avoir tendance à tirer chacun la couverte de son bord quand on est dans un contexte où ça va mal, comme actuellement pour l'économie de la Côte-Nord. La vraie priorité, c'est de diversifier un peu partout, hein? La vraie priorité, c'est de diversifier. Ça, je pense, c'est dans l'ensemble du Québec qu'on va retrouver cette priorité-là. Mais une priorité qui est particulière à la Côte-Nord, puis vous la connaissez très bien, M. Saint-Pierre, c'est qu'il faut reconnaître la Côte-Nord comme étant une région atypique pour assurer l'occupation et la vitalité de nos territoires. Parce que la Côte-Nord est une région, parce qu'on peut dire, reconnaître nos spécificités, mais on en a toutes dans toutes les régions du Québec, des spécificités. Mais de l'atypicité, on n'en a pas partout. Nous, on a vraiment une région atypique dans le sens que, je viens de vous parler de la grandeur du territoire, des 200 km de littoral, et on a des régions enclavées, puis même si la route ouvre éventuellement, on va encore en avoir. Anticosti va toujours être une région enclavée. On a Kaniapisco, Schefferville, Fermont, on a une énorme région. Donc, en reconnaissant une atypicité pour l'ensemble de notre territoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des mesures particulières pour notre territoire. Et on fera pas du mur à mur avec ce qui se fait à Québec, à Montréal, à Rimouski ou ailleurs. C'est ça qu'on veut faire reconnaître surtout. C'est notre statut d'isolement puis d'insularité aux territoires qui sont concernés pour reconnaître notre disparité puis justement être capable de renforcer notre action au niveau de la diversification économique de notre territoire. Il n'y a pas une liste d'épiceries avec ça, là, des projets prioritaires, exemple, le prolongement de la route 138 ou la construction d'un pont pour enjamber le Saguenay, là, où justement les deux pôles de la région pourraient tirer chacun leur bord? Là? Ben écoutez, ce qu'on est encore à l'étape de faire, là, c'est de faire un énoncé de priorité régionale avec des actions à privilégier à moyen ou court terme pour justement favoriser le développement de notre région. Mais on a été un calendrier de travail qui a été établi et à partir de ce calendrier-là, on devrait être bon pour arriver au mois de juin pour présenter au ministre le renouvellement des orientations en aménagement du territoire, de notre territoire nord-côtier. On est à peaufiner là, ces énoncés de principes régionaux-là. Mais l'ensemble des maires, on s'entend sur les principes, les priorités régionales. On s'en a donné 8-9. Là. On s'entend là sur ces objectifs-là de priorité régionale et c'est ce qu'on va présenter. On va les peaufiner d'ici à ce temps-là. Ça nous demande beaucoup de travail de la part pour nos directions générales, mais c'est ça. Et là, on va finir ce dossier-là pour le présenter au ministre. Ben, on comprend qu'il va y avoir d'autres rencontres des maires de la région. On s'ennuie pas des moyens de la conférence régionale des élus. Il y avait quand même des permanents puis tout ça pour faire le travail entre les réunions des maires aussi. Là. Tout à fait. Je vous dirais que... On s'en ennuie, ah oui. Ben non, mais la conférence régionale des élus, puis je veux pas refaire faire le procès de la conférence régionale des élus. Il y avait du bon au niveau de la conférence régionale des élus. Elle avait mal vieilli, mais il y avait du bon. Il y avait une concertation qui pouvait se faire à ce moment-là. Et c'est certain qu'il y avait aussi une permanence qui était là, qui aurait pu travailler à ça. Mais vous savez l'histoire, hein? La conférence régionale des élus était devenue trop gros pour le gouvernement. Le gouvernement a décidé de la couper. C'était pas la conférence régionale qui devait prendre des décisions en région, c'était le gouvernement. Fait que le gouvernement a décidé d'abolir les conférences régionales des élus avec ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Beaucoup moins de budget dans les régions, beaucoup plus de travail à effectuer. On subordonne les régions les unes aux autres quand on peut le faire sans tenir compte des particularités et de ce qui fait notre milieu. Avec le budget qui est pas là, on se retrouve avec les problèmes qu'on vit actuellement dans nos régions. Bon, ça reste quand même primordial la concertation là, puis pas facile sur la Côte-Nord. Hein. Il y a encore des gens qui n'ont pas de route pour venir à des réunions à Sept-Îles ou Bécomo. Luc Noël, préfet en Mingani et président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous.
En bref, chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Chez Olivier Nissan, l'événement approuvé par le fabricant Nissan bat son plein. Louez la Sentra SV pour 214 $ par mois avec comptant initial de 995 $. C'est comme payer 49 $ par semaine. Ou vous cherchez un vrai camion avec de vrais rabais, venez faire l'essai du Titan XD chez Olivier Nissan et obtenez jusqu'à 16 000 $ en rabais. Faites vite, ces offres approuvées par le fabricant Nissan se terminent le 31 mai. Visitez Olivier Nissan pour les détails. 115 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Eh bien, on reçoit un athlète de Port-Cartier qui chemine aux Olympiques spéciaux avec tout le soutien de l'Organisation des Olympiques spéciaux du Québec, là. Vincent René, on en entend parler depuis plusieurs années des exploits de Vincent, hein. Il a participé à plusieurs Jeux du Québec, à des Jeux du Canada également. Il est avec nous, Vincent, de même que son père, Jean-Pierre René, et Guy Tremblay de la Sûreté du Québec. Parce qu'il y a un bel événement qui s'en vient, Valérie, jeudi, des agents de la paix, des policiers vont courir à Sept-Îles, justement, pour la cause des Olympiques spéciaux. Il semble qu'ils vont avoir tous le même T-shirt, là, donc on va pouvoir les reconnaître facilement là, sur le bord de la route. Et c'est bien identifié aux Olympiques parce que c'est vraiment une course avec un flambeau, le relais de la flamme, le jeudi 18 mai. On va avoir les détails également tout à l'heure. Mais d'abord, c'est avec Vincent René qu'on s'entretient. Bonjour Vincent. Oui. Bienvenue à la radio. On est content de te recevoir. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi, Vincent. Là, ça fait vraiment plusieurs années, toi, que tu t'épanouis, je peux dire ça ainsi, là, avec le sport. C'est la natation, ta discipline, hein? Tu travailles donc avec les cachalots, c'est ça? Le club Les Cachalots, ça a été précieux pour toi dans ta vie. Oui. Les Cachalots de Port-Cartier sont formidables pour moi. Vouloir continuer de travailler avec eux et m'entraîner comme ils font est un des plus beaux cadeaux que je peux recevoir. Et c'est avec beaucoup de fierté que je représente mon club aux Jeux du Canada. T'as commencé jeune à faire de la natation à Port-Cartier, Vincent? Oui. À quel âge, tu te souviens-tu? 6 ans. T'as commencé dès l'âge de 6 ans. Puis tout de suite, ça t'a plu de faire de la natation? Ça t'apportait de la joie, finalement, là? Oui. Il y a de la persévérance aussi dans ton affaire. T'as toujours continué à faire de la natation? Oui. Puis, on va parler aussi des gens qui t'entourent, finalement, les entraîneurs des cachalots. Là, tu nous parles, le club a été précieux, mais les entraîneurs aussi, je pense. Hein, il y a des gens qui t'ont bien entouré dans tout ça. Oui, il y a Caroline Tremblay, puis... toute la gang des Fred cachalots. Girard, puis... Il y a des beaux modèles aussi, Vincent, là, qui, en fait, il y a sa famille. Il y a ta famille qui a fait de la natation, Vincent, je pense, hein? Tu suivais un petit peu ton frère, ma sœur. Ma sœur et mon frère sont tous les deux des bons athlètes et tout petit, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de réussir comme eux dans le sport. Comme ma sœur aînée, c'est la natation que j'ai choisie. Elle a fait les championnats mondiaux de triathlon à Budapest en 2011. Je peux dire qu'elle a mis la barre haute si je veux l'accoter un jour. Toi, tu as participé quand même à plusieurs compétitions importantes. C'est quoi tes plus beaux souvenirs? Tu as fait plusieurs Jeux du Québec, les Jeux du Canada également? Ouais, j'ai participé aux Jeux olympiques spéciaux canadiens à London, en Ontario, et ça à Vancouver. J'ai monté 5 fois sur le podium à London et 2 à Vancouver. Et aussi, j'ai fait les Jeux du Canada à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. J'étais sur la même équipe que la championne olympique Catherine Savard. Et
j'ai fait 5 finales et depuis, c'est toujours un plaisir de rencontrer cette grande championne. Oh, des beaux souvenirs, ça. Combien t'as de médailles, là, dans ton, d'afficher chez vous, dans ta chambre, là? Tu viens de nous parler de 5 médailles à London, 2 à Vancouver, à part toutes les médailles des Jeux du Québec. Moi, je me souviens que t'étais quasiment tout le temps sur le communiqué, là, bilan des Jeux du Québec dans le temps où tu participais. Ça te fait quoi? 200-300 médailles dans ta chambre, là? Proche que ça. Toute seule remportée avec les cachalots aussi. Faut bien comprendre que les Olympiques spéciaux, là, c'est des handicapés intellectuels, c'est pas des handicaps physiques. Dans ton cas, parle-nous un peu de ton handicap, là. C'est quand même une difficulté très particulière pour faire du sport quand même, hein? Oui. Je suis atteint du syndrome de Prader-Willi. Ce syndrome comporte un léger handicap intellectuel et un gros problème de métabolisme qui m'empêche mon système de transformer tout ce que je mange en énergie, aussi en masse musculaire. Donc, j'ai des problèmes à devenir puissant. Je dois suivre une diète alimentaire adaptée qui permet de compenser et le sport m'empêche de tout transformer en masse adipeuse et acides gras. Ben voilà, et là, tes prochaines compétitions qui s'en viennent, tu te prépares pour le mois d'août à Winnipeg, c'est ça, les Jeux du Canada? Oui. Il y a peut-être d'autres compétitions d'ici là aussi, là. Je fais les Jeux olympiques spéciaux d'été finale provinciale à Québec en juillet, qui va me permettre de me classer pour les Jeux nationaux en Antigonish l'été prochain. Et je fais les Jeux du Canada à Winnipeg en août cet été. T'as fait ceux de Sherbrooke aussi, on l'a pas nommé, là, la gang qui ont volé les Jeux à Sept-Îles en 2007. Aussi. Et là, comment tu te prépares pour ça, là? Tu dois avoir tout un programme d'entraînement parce que là, t'as gagné des médailles à presque tous les Jeux que t'as participé. Ça va te prendre des médailles encore pour l'été 2017. Est-ce qu'il y a une préparation particulière? T'as tout un programme d'entraînement? Il y a pas juste la natation, hein? T'en fais aussi en gymnase? Ben, je fais mes entraînements réguliers en piscine, toujours, et dans les... je m'entraîne souvent en entraînement physique et je fais de la course et de la musculation aussi. Faut se tenir en forme, hein? Oui. C'est plusieurs heures, presque chaque jour, plusieurs heures par semaine? 4 fois par semaine, 1h30, je crois. Là, on va parler un petit peu au papa, Jean-Pierre René. C'est quand même pas des sujets faciles, là, des entrevues évidentes non plus. Jean-Pierre, vous avez un bon soutien, hein, quand on parle d'Olympiques spéciaux au Québec. Il y a de l'air d'avoir une bonne organisation pour soutenir les athlètes, pour permettre justement à quelqu'un de Port-Cartier de participer à autant de compétitions. Il y a une question financière, mais il y a une question d'organisation aussi, hein. Oui, c'est beaucoup de bénévoles, c'est beaucoup de monde qui travaille aux Olympiques spéciaux. C'est un bureau permanent à Québec, un bureau permanent à Montréal, mais ça regroupe aussi au Québec environ 40, au Canada 42 000 athlètes avec un handicap intellectuel qui passe de léger jusqu'à plus lourd, puis les athlètes de tous âges. Donc le mouvement des Olympiques spéciaux, leur grande mission, c'est d'enrichir la vie de ces personnes-là par la pratique du sport. Comme on sait que les personnes avec des handicaps intellectuels ont souvent des problèmes d'obésité, le mouvement a été développé dans le but de leur faire sortir de chez eux, puis de leur faire pratiquer du sport, puis de leur pourvoir un lieu de compétition adapté à leurs conditions. Me semble tellement que c'est une bonne option pour des jeunes handicapés intellectuels de faire du sport comme ça, de s'épanouir à travers ça. Toi, tu dois le voir à tous les jours, là. Depuis qu'il est enfant, il fait du sport. Ça lui a apporté beaucoup sur le plan personnel. Ne serait-ce que l'intégration sociale aussi, hein. Oui, il est entouré tout le temps de gens. La possibilité d'avoir des cibles atteignables pour les personnes handicapées, c'est ce que le regroupement des handicapés, des personnes, des Olympiques spéciaux, procure à ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là, c'est la possibilité de dire oui, j'ai des targets, oui, je suis capable de les atteindre, et oui, je suis capable de me dépasser. Tous les athlètes qui font du sport, quels qu'ils soient, veulent aller quelque part compétitionner en championnat, et c'est ce que procure les Olympiques spéciaux.
Ben voilà. Et puis, pour des parents, c'est quand même beaucoup aussi. Hein? Il faut s'impliquer autant financièrement, les transports, tout ça. C'est exigeant d'avoir une personne différente au sein de la famille. Je te dirais de travailler au sein des Olympiques spéciaux. Moi, je le fais à titre d'officiel en natation depuis des années. Et puis, il n'y a pas un sport au monde où quand tu disqualifies un athlète, ton athlète vient te voir puis te fait, comme ils disent en anglais, un big hug. Il vient te faire un gros collé, puis tu viens de lui donner une sanction dure, mais ils sont toujours là avec le sourire, ils sont toujours là à t'aimer, peu importe ce qui arrive. À toutes les années, quand on va en compétition, de retrouver tous ces gens-là, de la grandeur du Québec ou de la grandeur du Canada, ils nous reconnaissent toujours. Ils savent qu'on travaille pour eux, puis ils adorent ça. Mais là, on va passer le micro à Guy Tremblay de la Sûreté du Québec pour parler de l'activité de jeudi. On appelle ça le relais de la flamme. On peut avoir les détails, entre autres, là, sur le site Internet d'Olympiques spéciaux Québec. Mais ici, à cette île, il y a plusieurs personnes. En fait, il y a 14 courses amicales de 5 km qui s'organisent à travers le Québec. Il y en aura 2 sur la Côte-Nord, Guy. Oui, bien en fait, il y en a une à cette île qui va être le 18 mai, qui devrait partir à 11h30. À partir du kiosque touristique à l'entrée de la ville, vous le connaissez bien. Donc, ce 5 km-là va partir du kiosque touristique, il va aller jusqu'à la fin du parc Ferland, pour ensuite revenir. Donc, on part de la rivière là, qui succède le parc Ferland, pour revenir ensuite, pour totaliser effectivement 5 km. Il va y avoir plus de 15 policiers, donc autant de Port-Cartier et Sept-Îles, qui vont faire partie de cette course-là. J'en ferai pas partie, je vais les accompagner mentalement, mais en fait, ce sont tous de bons athlètes. Bon, mais c'est quand même une belle implication. Hein? C'est bénévole, ça, Guy. Vos policiers font ça en dehors de leur travail, comme on vous voit faire du bénévolat. Là, ici, on a été un peu épargnés par les inondations, là, mais on a vu des policiers, des militaires partout déployés à travers le Québec d'un dernier jour. Je sais pas pourquoi. C'est toujours les premiers qu'on appelle quand on veut organiser quelque chose, qu'on a besoin de bénévoles, non? Ben, il faut croire qu'ils sont là pour ça aussi. Hein. Je pense que ça fait partie de leur mission. Mais en fait, la mission des 15 policiers, c'est justement de faire connaître ces Jeux olympiques spéciaux-là. Et Jean-Pierre, on peut l'expliquer aussi, là, il y aura des possibilités pour le public qui veulent contribuer justement aux dépenses de nos athlètes. Dans le cas de Vincent, il va partir de Port-Cartier, il va aller participer à des compétitions là à travers le Québec, mais aussi jusqu'à Winnipeg. C'est Bureau en gros qui s'implique aussi. Hein? Là, on l'a un petit peu retardé à cause des inondations, mais il y aura une campagne de levée de fonds chez Bureau en gros à cette île. C'est ça. Les inondations qui ont eu lieu un peu partout au Québec ont fait que Bureau en gros se sont impliqués au niveau de la collecte de fonds de la Croix-Rouge. Et puis, on repoussait un petit peu la collecte de fonds pour les Olympiques spéciaux. Mais c'est une campagne annuelle. Bureau en gros a toujours supporté le mouvement des Olympiques spéciaux. Donc, c'est une campagne annuelle qui va avoir lieu d'ici peut-être 2 semaines qui va commencer. Fait que les personnes qui vont se présenter chez Bureau en gros vont être sollicitées. Et puis Vincent va aller passer quelques temps avec eux autres au magasin avec tous ces survêtements de l'équipe provinciale du Québec. Ah, c'est super. Ça va être une occasion d'aller le rencontrer. Ouais, c'est ça, avec pas le hibou, mais le harfang, qui est notre symbole national. L'équipe du Québec, leur symbole, c'est le harfang des neiges. Ah, il va être là aussi jeudi, Vincent. Tu vas courir avec les policiers, là. Il y a le 5 km jeudi. Ben oui, hein, c'était la moindre des choses qui se présente là, lui aussi. Fait que Vincent va être là. Puis jeudi, ça amène de l'eau au moulin aussi. C'est une bonne promotion pour vous autres, surtout l'implication des policiers, et ça aide, hein? Parfaitement, ça aide à faire connaître le mouvement. Et puis, autre chose, faire connaître le mouvement, c'est encourager les gens à participer. Je sais qu'à Bécomo, il y a un professeur d'éducation physique, un bon matin, qui s'est levé et qui a dit, moi, je décolle avec les jeunes qui ont un handicap intellectuel, puis une équipe. Ben, on a 2 représentants de Bécomo qui vont être à finale provinciale, Vincent, c'est ça? Ouais. Qui vont être à finale provinciale. Grâce à lui, il a décidé un bon matin qu'il s'impliquait là-dedans. Puis, il y a des ressources provinciales qui vont aider à monter. Fait que les gens qui font du sport avec des équipes régulières, comme les Cacholos le font avec Vincent, ben, les clubs de natation, de ski alpin, hein, skieur alpin, les Jeux olympiques spéciaux d'hiver, il y a des skieurs alpins, il y a de la course de raquettes, il y a toutes sortes de choses. Il y a plusieurs disciplines. Ouais, on peut J'invite les gens à s'embarquer pour promouvoir le sport chez les personnes qui, souvent, on oublie dans le sport. Et le nom de l'organisation, c'est facile à retenir. 3 mots, Olympiques spéciaux Québec. On tape ça sur Internet, puis il y a un site avec toute l'information, la mission, les disciplines. Il y a 10 disciplines. Ça a très bien été, l'entrevue, Vincent. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Jean-Pierre René, merci également. Guy Tremblay, un gros merci pour votre passage à l'émission.
Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Allô, c'est Vincent du Blanc Bistrot, la production atelier traiteur et le placard à poutine. 99,1, 94,1 sont proches de leurs clients. Grâce à eux, nous permettent de faire découvrir nos entreprises d'une façon différente, de la façon qu'on veut transmettre notre message. Faire affaire avec des gens d'ici fait vraiment la différence. Je pense que on peut tous être gagnants de faire affaire avec les deux radios locales de cette île. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Valérie, on va parler de la négociation entre le syndicat des métallos et les propriétaires de la résidence des bâtisseurs à Sept-Îles. On a eu le communiqué vendredi. Les 68 travailleuses donnent un mandat de grève à exercer au moment opportun aux négociateurs, quand même dans une proportion de 93,5%. Le représentant du syndicat des métallos responsable du dossier est avec nous. Yves-Aimé Boulay, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, monsieur Boulay, c'est du sérieux, là? 93,5%, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, là. Ces personnes-là sont pas contentes de leurs conditions de travail actuellement. Mais présentement, on a eu une bonne négociation dans le normatif. On a réussi à régler, je vous dirais, 100% du normatif. Mais c'est du côté monétaire où ce qu'on vit vraiment un problème, là. L'employeur demande une convention collective à assez longue échéance, 5 ans. Puis les sous, sont pas... C'est uniquement une question de salaire, là. C'est très clair, les horaires, les programmes de retraite, tout ça, tout est réglé à l'extérieur des salaires. Combien ça gagne? D'abord, vos membres, ce sont des préposés aux bénéficiaires, des cuisinières, des concierges, là, essentiellement. C'est les métiers qui sont pratiqués. Oui, on fait, je vous dirais, aux résidences des bâtisseurs, on fait de la cuisine jusqu'aux soins aux bénéficiaires, en passant par l'entretien des logements. Là, c'est privé. Donc, les salaires commencent pour une serveuse à 12,57 et pour une préposée aux bénéficiaires à 14,44. OK. Ça fait que là, on négocie complètement d'autres choses, quoi? Exactement. On veut une augmentation substantielle pour les 5 prochaines années. On se souviendra que la dernière convention collective, il y avait eu une deuxième phase qui avait été annoncée de l'employeur. On a sur demande de l'employeur, on a pris des petites augmentations de salaire en nous disant que la prochaine convention collective allait être meilleure. Là, on nous annonce déjà une 3e phase, et on voit que présentement, c'est pas au rendez-vous. Les sous ne sont pas au rendez-vous. Moi, je pensais qu'au métallo, là, quand on a décidé d'appuyer le mouvement pour le salaire minimum à 15 piastres de l'heure, qu'on signerait pas des conventions collectives à 12 piastres et demi, là. Exactement. On vise 15 piastres de l'heure pour tout le monde, finalement, là. Exactement. Ce qu'on veut, c'est un salaire décent, un minimum de 15 $ de l'heure pour tous nos travailleurs. Ouais. C'est des salaires quand même assez bas. Je sais pas, est-ce que c'est compétitif? On doit comparer à d'autres résidences, j'imagine, du même genre. Faut bien comprendre que c'est une entreprise privée, la résidence des bâtisseurs. Hein? Les résidences des bâtisseurs ont plusieurs résidences à la grandeur du Québec. OK. Je dirais que... Est-ce qu'ils ont des syndicats partout? Majoritairement syndiqués, okay, mais pas tout avec les métallos. Oui. Donc, je vous dirais que nos salaires, oui, c'est des bons salaires, mais il faut pas oublier qu'on vit à cette île, que le coût de la vie est plus élevé, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont monoparentales là-dedans. Et on veut, selon le rythme de vie, là. Ouais, parce qu'on parle quand même de 68, ça c'est le nombre de membres que vous avez, là. C'est peut-être pas tous des gens à temps plein, j'imagine? Pratiquement, les 68, c'est des gens à temps plein, mais une grande majorité, là, ils jouent aux alentours de 12,57 $. Souvent, quand il y a des négociations comme ça, qu'on est rendu sur la place publique, là, dans les médias, pour dire que la négociation achoppe avec un mandat de grève puis tout ça, ça affecte les relations aussi, comment ça se passe actuellement, parce que il y a des bénéficiaires qui ont droit à des services aussi, hein? Sur aucune considération, les bénéficiaires vont écoper de notre conflit. Ça, c'est un mot d'ordre qu'on s'est donné avec l'exécutif syndical. C'est sûr qu'avant de sortir le communiqué, j'ai communiqué avec l'employeur pour lui donner le comptage là,
de nos votes, là, pour entériner nos votes. Puis l'employeur m'a répondu que c'était une offre finale et globale. Oui. Donc nous, on doit discuter avec l'employeur pour les services essentiels. Et c'est sûr qu'on laissera pas tomber les bras rapidement. Ouais. J'ai l'impression que c'est deux mondes, les négociations. Quand on parlait la semaine dernière avec Nicolas Lapierre d'une négociation qui a bien abouti finalement avec ArcelorMittal, avec des salaires dans les 45-48 piastres de l'heure, puisque vous êtes en train de négocier avec la résidence des bâtisseurs. On l'aborde pas pareil non plus, cette négociation-là, j'imagine. Hein? On se bat pas contre un gros joueur comme Arcelor, là. Ben exactement. Vous savez, nos demandes, ils sont pas démesurées. On peut pas dire qu'on va se comparer au salaire des minières. Mais on croit qu'avec le salaire, on est convaincu qu'au salaire, au travail qu'on fait, on mérite un meilleur salaire. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont... Il y a une partie de la clientèle, il n'y a pas une partie de la clientèle qui est financée ou subventionnée par le réseau de la santé aussi, là. Ils ont des revenus aussi du CIS ou du réseau, je pense, hein? Oui, exactement. Ils ont plusieurs. Puis dernièrement, là, on a vu une augmentation assez significative du nombre de personnes qui étaient référées par le CIUS et les hôpitaux. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient, là, M. Boulet? Vous avez informé l'employeur de la situation, de l'insatisfaction de vos membres concernant les salaires. Est-ce qu'il y a des rencontres de négociation de prévues? Vous avez un mandat de grève au moment jugé opportun. Ça peut aussi arriver, comme chez Arcelor, qu'il n'y ait pas de grève aussi, j'imagine. Ben, c'est sûr que c'est notre but. Notre but premier, c'est de ne pas déclencher un conflit. De venir à une entente qui est satisfaisante pour les deux parties. Présentement, mais on va rencontrer l'exécutif syndical pas plus tard que cet après-midi pour discuter de la marche à suivre. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est qu'il y a des services essentiels. Puis nous autres, notre priorité, c'est que les bénéficiaires ne souffrent pas du conflit. C'est pas à eux à souffrir, à avoir des contre-coups d'un conflit. Puis les services essentiels, ça se négocie pas entre l'employeur puis le syndicat non plus, là. C'est une commission qui va définir le nombre d'heures puis que les personnes qui doivent travailler et quand finalement, là. Oui, c'est ça, mais on est c'est beaucoup encadré là dans la résidence aux personnes âgées. On a les services essentiels, mais c'est ça comme je vous disais là, c'est bien encadré. Ouais, c'est vous qui l'amenez, M. Boulet, cette négociation-là, là. À votre avis, on va aller en grève ou il y a des chances de s'entendre à ce moment-ci, là? Ben moi, ce que j'ai laissé, c'est le message à l'employeur qu'on était prêt à se rasseoir à la table, puis que les demandes sont pas démesurées, puis c'est un règlement qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Bon. Et on a une date d'échéance? La convention est déjà échue? On peut être patient aussi ou? Ben, la convention est déjà échue, je vous dirais, là, c'est juillet 2016. Ça fait un an, pratiquement un an, là, qu'on est en période de négociation. C'est difficile de rencontrer l'employeur aussi avec les agendas. Bon. Mais les travailleurs ont été patients. On a mené une bonne convention, une bonne négociation. Maintenant, il reste à s'entendre sur le côté salarial. Ben, ça se peut qu'on ait d'autres nouvelles de vous autres dans les prochains jours, comme ça. Eh oui. Eh bien, Monsieur Yves-Aimé Boulay, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Je rappelle que vous êtes le représentant syndical des métallos dans le dossier de la négociation avec la résidence des bâtisseurs de Sept-Îles. Merci. Merci beaucoup. Attitude. Les grandes questions. Une présentation de l'Association forestière de la Côte-Nord. Est-il nécessaire de planter un arbre pour chaque arbre coupé? La réponse est non. 80% du territoire québécois se régénère naturellement, c'est-à-dire grâce aux petits arbres déjà présents, prêts à prendre la place. Seulement 20% du territoire doit être reboisé en raison d'une régénération naturelle insuffisante. Saviez-vous que les arbres et le bois contribuent à freiner les changements climatiques? Par la photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Ils emmagasinent alors le carbone et relâchent l'oxygène. Le carbone est stocké dans le bois et dans tous les produits en bois. Pour plus d'informations, visitez le www.afcn.qc.ca. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry-Robitaille, je vous donne un rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestar.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Présenté par le groupe Witom, Sept-Îles Hyundai, Sept-Îles Kia et Côte-Nord Mitsubishi. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu.
Valérie, c'est une jeune chronique, la nouvelle Oui. d'intérêt, et je trouve déjà qu'on a des bons choix de sujets. Effectivement, et aujourd'hui, ça allait dans le sens, je pense, n'est-ce pas, Steve Chapadeau, directeur général de la Caisse d'économie des Jardins, des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord. On va parler de cette entente, de cette entente de principe là, qui est survenue chez ArcelorMittal. Ça a été accepté la semaine dernière. Il y a une grève qui est évitée. Je pense que tout le monde a poussé un soupir de soulagement quand on a appris cette nouvelle-là. Ben en effet, la semaine dernière, on sait que la semaine passée, pas la fin de semaine qui vient de suivre, celle avant, il y avait un blitz de négociation très intensif pour en arriver à une entente, et c'est ce qu'on salue aujourd'hui. Donc la volonté des parties d'en arriver à un règlement négocié, je pense que c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière là, dans le domaine minier. Oui, tout à fait. Parce qu'on le sait, là, autant du côté du syndicat des métallos, je pense qu'il y avait une forte volonté d'en arriver à une entente. On sait que l'ensemble qu'on regarde la chaîne de commandement, là, entre guillemets, là, du syndicat des métallos, surtout ici localement avec Nicolas Lapierre comme coordonnateur régional, on sait que Yves Aimé-Boulay, votre interlocuteur précédent, également faisait partie des négociations. L'ensemble des exécutifs syndicaux. Je pense qu'il y avait une volonté d'en arriver à une entente. Je pense que oui, ça fait partie de la négociation, justement, du jeu de la négociation, de vouloir mettre de la pression sur la partie inverse. Même chose l'employeur. Mais, somme toute, on pense que le syndicat des métallos, même au niveau national, Alain Croteau, le président national, et Dominique Lemieux, qui sont les deux coordonnateurs régionaux des anciens de Sept-Îles, des anciens de Sept-Îles, donc ils étaient complètement dans un dossier, là, l'ensemble des métallos était vraiment dans un dossier qui leur était connu, et on pense que ça a fait la différence au niveau du règlement, là, au niveau du résultat de la semaine dernière. Mais la compagnie aussi, montée de la bonne foi, on n'a pas été chercher Lucien Bouchard pour rien, c'est un gros canon. Exactement, c'est ce que je voulais souligner, que l'apport où la compagnie se donne la peine de recruter un négociateur, un chef négociateur comme Lucien Bouchard, qui sa réputation le précède. Bon, on pense on peut juste souligner et saluer la volonté justement des deux parties d'avoir négocié, parce que c'est important, c'est qu'on négocie pas un conflit de travail, on négocie une entente. Et là-dessus, je pense que c'est l'ensemble des parties qu'il faut saluer leur oui, ils ont été prêts à travailler la fin de semaine, de nuit, ça a discuté toutes les heures qu'il faut, là. Ça a été court, la période de Lucien Bouchard, mais ils ont mis les heures qu'il faut pendant cette courte période-là. Tout à fait. Les réactions du milieu économique ont été bonnes, par rapport à cette nouvelle-là, je crois. Ben oui, il y a quelques chiffres, c'est important d'emmener un petit peu quelques chiffres sur l'impact économique. Si on parle de 2000 travailleurs, l'impact des conflits de travail. Mais si on prend l'exemple, la moyenne, le salaire de base d'un salarié moyen chez Arcelor, comme dans toute l'industrie, là, c'est à peu près 80 000 $ par année. Donc ça, c'est une masse salariale annuelle d'à peu près 160 millions de dollars. Ce qui, si on ramène ça en termes de semaines, c'est à peu près 3 millions par semaine, net d'impôts, à peu près entre 1,5 et 2 millions de dollars par semaine net. Ça, c'est les emplois directs. Parce qu'on sait que, en économie, on sait que chaque emploi direct, on sait qu'il y a des emplois indirects qui sont rattachés. Il y a des ratios de 3 pour 1, 4 pour 1, dépendamment. Mais si on dit un simple ratio de 2 pour 1, c'est 4000 emplois qui sont rattachés indirects, qui sont rattachés par rapport à Arcelor, qui eux, peut-être, prenons une autre hypothèse, que peut-être qu'au niveau du salaire moyen, diminuons de moitié, peut-être un salaire moyen de 40 000 $. On arrive au même résultat. 2 fois plus d'employés avec 2 fois moins de revenus. Encore là, chez les emplois indirects, c'est encore un impact d'à peu près 2 millions de dollars net par semaine. Et si à ça, on ajoute l'ensemble des coûts, des dépenses en immobilisation, des dépenses de fourniture, on pense, par exemple, juste au pétrole, on pense à toutes les acquisitions, mais on peut dire que le conflit de travail qui a été évité la semaine dernière, donc par un règlement négocié, mais c'est 5 millions de dollars, au moins 5 millions de dollars net dans l'économie par semaine. Et ça, c'est non négligeable. C'est pas rien. Tout à fait. Ça paraissait déjà dans les dernières semaines, là. Des gens qui ont donné un mandat de grève à leur exécutif syndical, ils se retenaient un petit peu de faire des grosses dépenses ce printemps-là. Ça nous amène un peu plus sur le comportement d'achat. Le comportement d'achat, c'est bien évident que lorsqu'on est dans une situation même de négociation collective, avant d'entreprendre des projets, avant d'entreprendre des projets de rénovation, des projets d'achat, de certaines consommations, ça vient teinter un petit peu notre profil de consommateur. Là-dessus, c'est pour ça qu'en économie, il y a deux grandes catégories de consommation. Premièrement, la consommation de base.
sur lesquels, bon, qu'on est en conflit ou pas, bon, il y a plus ou moins d'incidence. On pense à l'alimentation, on pense au logement, à l'hygiène ou peu importe. Ça, pour les entreprises qui sont dans ces secteurs-là, bon, quand on remarque un conflit de travail, bon, il y a plus ou moins d'incidence. Mais c'est surtout lorsqu'on est un petit peu dans la consommation discrétionnaire. Donc, qui sont pas des biens essentiels. On peut penser, exemple, à des biens de luxe. Exemple, si on est dans une bijouterie, ça, on va voir immédiatement l'effet d'un ralentissement économique ou encore d'une grève. On peut penser aussi au niveau de l'automobile, des biens durables. Pensons, par exemple, aux roulottes, aux motoneiges, aux motos, aux 4 roues, etc. Donc, c'est bien évident ça là-dessus. Le récréatif. Hein? Les véhicules récréatifs, les restaurants, les hôtels, tout ce qui est... Les sorties, cinéma, soirées, salles de spectacle, ces choses-là. Ouais. Exactement. Ce qu'on voit, c'est des reports ou des abandons de projets. Hein? Exemple, quelqu'un qui m'a dit, moi, je prévoyais rénover mon chalet. Mais par contre, vu qu'on est finalement, j'ai changé d'idée, il va laisser. Tu sais, j'emmènerai pas. Finalement, mon projet, je l'abandonne carrément. Mais ça aurait été un projet d'à peu près 15-20 000 $ qui aurait été, bon, il y a eu de l'achat de matériaux, de construction, etc. Peut-être des entrepreneurs aussi là-dedans. Ça, c'est une personne. Imaginez-vous, tu sais, au volume de personnes. Ça, c'est sur le volet, bon, le comportement du consommateur, un peu plus sur le volet économique. Mais si on regarde aussi au niveau social, toute l'insécurité que ça amène dans les ménages. Exemple, un père de famille qui, lui, bon, est en conflit de travail. C'est sûr que là, ça a une incidence non pas juste sur sa situation personnelle à lui comme travailleur, mais sur l'ensemble de la famille. Bon, s'il y avait des habitudes de voyage, des habitudes exemple pour le sport des enfants, etc., ça peut amener à des grosses décisions aussi qui ont un impact sur l'ensemble de la famille. Ça amène du stress, je veux pas. Et, puis avec le recul, lorsqu'on regarde le règlement de la semaine passée, mais c'est tout ça qu'on s'économise comme, oui, au niveau monétaire, mais aussi comme société. Je pense que il y a 2000 travailleurs ainsi que leurs familles maintenant qui voient l'avenir avec un autre œil aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai que c'est une nouvelle d'intérêt, une très très bonne nouvelle, ce règlement là du côté d'ArcelorMittal. Steve Chapadeau, qui est directeur général de la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Pur FM 94 1. Une station Attraction Radio. Valérie, un gros merci pour la co-animation à ce début de la semaine. Toujours on va être là encore jusqu'à jeudi midi. On se reparle demain, donc, à Côte-Nord Attitude. Exactement, demain, en ces vacances de Tommy, je serai là toute la semaine avec toi. Voilà, alors au revoir tout le monde, à demain.